Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en présence d'Aurélie Wilmé afin que nous fassions une interview à propos de sa BD Diane Arbus, photographier les invisibles, qui est publiée aux éditions Casterman et que j'ai eu plaisir à lire et à découvrir, surtout à découvrir Diane Arbus. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et bravo pour cette BD. J'ai adoré les dessins très doux et en même temps très puissants dans leur message. J'ai découvert Diane Arbus grâce à votre œuvre, mais comment vous avez découvert justement Diane Arbus, qui est plutôt méconnue du grand public, j'ai l'impression, à notre grand malheur, parce que c'est trop bien des femmes fortes qui sont mises en avant dans des œuvres. Oui, alors moi je l'ai découverte quand je faisais mes études artistiques. J'étais en cours de photo et tout d'un coup, on a parlé de Diane Arbus et je dois avouer que les premières photos que j'ai vues, c'est les photos qu'elle a réalisées dans un hôpital psychiatrique. Et c'est vraiment des photos qui m'ont touchée parce que je me suis dit, photographe qui fait des photographies déjà de personnes qui sont un peu en marge de la société, mais aussi avec autant de... Enfin, c'était des images assez fortes, vraies, presque comme si on était en intime avec les portraits qu'elle fait. Et donc, après, voilà, c'est comme ça que j'ai connu son travail. Après, je me suis intéressée, bien évidemment, à la photographe, à sa vie, et je me suis rendu compte qu'en fait, sa vie était tout aussi intéressante que les photos qu'elle faisait. Et j'ai voulu faire une BD sur elle. Voilà. Et justement, comment est-ce qu'on passe de l'admiration envers un personnage, envers quelqu'un, à écrire sur cette personne? Comment vient cette envie-là? Est-ce que c'était soudain ou est-ce qu'au contraire, c'est suite à toutes vos recherches que vous avez eu envie de mettre en avant finalement cette héroïne d'un autre siècle? C'était vraiment pas soudain, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, s'est construit au fur et à mesure des années. Bien évidemment, c'était pas directement une bande dessinée que je voulais faire. Ça pouvait très bien être des illustrations, enfin, des choses qui a à voir avec elle. Mais voilà, comme je me suis mise à la BD entre-temps, je me suis dit que ce serait le parfait médium en fait pour à la fois parler d'elle en dessin et en même temps faire un scénario qui, je l'espérais, pouvait à la fois parler de sa vie, mais aussi de son travail avec assez de sincérité. Et quelles sont les similitudes entre l'art de photographier et l'art de dessiner? Parce qu'on se doute que parmi tout type d'art, il y a des similitudes, il y a des rapprochements parfois. Quels sont-ils pour ces deux arts-là? C'est assez compliqué comme question parce que je pense que tous les arts ont des similitudes, c'est vrai, mais entre les deux, moi en fait, peut-être je veux parler de moi, comment je vois les deux similitudes. La photo, j'utilise ça beaucoup en fait dans mon travail de recherche quand je fais une bande dessinée. Bien évidemment, j'essaie de trouver des photos d'archives pour construire mes bandes dessinées, mais aussi je fais de la photo moi-même, que je développe aussi. Et donc, pour moi, ça s'est construit autour de ça. J'avais ma passion photo, ce personnage Diane Arbus qui parlait dans son travail, et en même temps une envie de dessiner en fait son histoire. Donc, c'est vraiment les deux. Je ne sais pas si c'est vraiment un rapprochement entre les deux techniques. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut rapprocher, comme la manière de réfléchir, le cadre, l'image. Et d'ailleurs, dans cette bande dessinée, j'ai essayé aussi de réfléchir ça, un cadre un peu photographique, un peu même filmique parfois. Donc voilà. Non, mais c'est une très bonne réponse. Justement, je me demandais comment est-ce qu'on faisait coexister ces arts ensemble. Par exemple, si on prend en photo de la BD, bon voilà, ça, dans nos têtes, ça paraît plus logique, mais pour dessiner de la photographie, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'était un défi pour vous, justement, en commençant cette bande dessinée? C'était un défi parce que je voulais en même temps qu'on ait quelque chose qui parle de la photo et qui reflète un peu l'image photographique dans mon dessin. Mais alors voilà, c'est deux choses totalement différentes. Donc j'ai essayé à la fois par la façon de former les cases, par les points de vue, d'essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche de la photographie et aussi par le choix des couleurs. J'ai essayé de simplifier fortement mes couleurs pour se rapprocher du format noir et blanc qu'elle utilisait dans ses photographies à l'époque. Mais les couleurs, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai plusieurs questions à ce propos. Mais avant, je me demandais combien de mois ou d'années de recherche il faut pour faire une BD aussi détaillée dans les dates, dans les morceaux de vie finalement et dans les événements. Je pense que ça dépend vraiment. Celle-ci, je pense que 1 an et demi, 2 ans peut-être maximum. Ça dépend un peu quelle recherche on veut faire. Voilà, il y a des tas de recherches. Je pense qu'elle m'aurait pris plus de temps. Il y avait des recherches que je voulais faire au Metropolitan de New York. Si j'avais pu aller sur place, ça m'aurait certainement pris beaucoup plus de temps de chercher dans les archives et de me perdre là-dedans. Mais voilà, avec ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire
pas ces recherches-là, donc recherche de lecture de livres et puis pouvoir faire scénario, puis storyboard et tout ça, ben, 1 an et demi à peu près, oui. C'est déjà une bonne période. C'est un gros travail déjà en amont sur le livre. Ce qui m'a marqué, moi, en lisant ce livre, c'est de savoir justement que ça se passe absolument pas en 2026, mais qu'il y a énormément de diversité dans les thématiques que Diane Arbus voulait mettre à jour avec ses photographies. Est-ce que c'est important pour vous, justement, en plus de mettre en avant ce personnage, d'aborder ces thématiques-là en 2026, pour le coup? Oui, je pense que c'est des thématiques qui sont tout à fait actuelles, en fait, parce que même s'il y a eu une évolution sur, par exemple, mettre en avant les personnes qui sont un peu en marge de la société, elles restent quand même en marge de la société. Elles ont pas les mêmes droits que tout le monde. Et je voulais aussi, avec cette BD, un peu reparler de toutes ces personnes et dire que voilà, aujourd'hui, on a toujours ce type de problème, qu'on ne les voit pas spécifiquement, qu'elles sont invisibilisées et que voilà, c'est aussi ce travail-là que je voulais mettre en avant. Oui. Oui, ce qui est fort et un peu triste aussi, c'est de se dire que Diane Arbus militait pour des choses pour lesquelles on continue de militer. Mais bon, en même temps, on rajoute notre pierre à l'édifice, mais il y a des personnes comme elle qui ont commencé cet édifice. Oui. Et je trouve ça très impressionnant et admirable. Et je me posais une question aussi, on reparle encore un peu de cette différence entre les siècles, les décennies. On est en 2026 et la photographie, elle est, je pense, vue sous un autre angle à présent, puisque c'est quand même un peu moins facile qu'à l'époque de Diane Arbus. Et justement, à l'ère où les téléphones permettent finalement de prendre en photo un peu tout ce qu'on a autour de nous, quel est votre rapport à la photographie et comment montrer un peu encore l'importance de la photographie en 2026, même si tout le monde peut prendre des photos, hein, je suis d'accord avec ça, mais on peut nuancer un peu ce propos. Après, je pense, oui, tout le monde peut prendre des photos, mais après, il y a aussi il y a les cadrages, il y a toute une. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font encore ce type d'études de photographes. Et bien évidemment, même si on peut apprendre sur le tas, ce qui est un peu mon cas, parce que j'ai eu un peu de cours de photographie, mais ça reste très minime. Moi, je dois t'avouer que je m'intéresse vraiment à la photographie, mais plus ancienne. Donc, je développe mes photos à l'ancienne, comme faisait Diane Arbus. J'adore. C'est vraiment, moi, je trouve ça intéressant d'apprendre tout le processus je veux dire, qui aujourd'hui est encore utilisé par certains photographes, mais c'est vrai que toutes les personnes qui prennent avec leur GSM ou même des appareils photo numériques, voilà, on a perdu tout ça, tout cet aspect de développement photographique, du papier, de la lumière. Et moi, je trouve ça intéressant de retoucher ces racines-là de la photographie telle qu'elle était à son époque. Et finalement, d'avoir un peu ce côté où la photo, elle va représenter un moment instantané et on n'a pas mitraillé de photos sur un seul et même moment. Mais c'est vrai que ça revient quand même, je trouve, à la mode. En fait, c'est terrible dit comme ça, mais le vintage revient souvent à la mode et justement, on sent quand même un essor nouveau pour les photographies à l'argentique. Par exemple, j'ai quand même pas mal d'amis qui se sont remis à l'argentique. Alors, ils ne développent pas eux-mêmes leurs photos, mais quand même, il y a ce côté où on ne sait pas à quoi ça va ressembler et quand on les reçoit, il y a la petite surprise, quoi. Oui, oui, mais c'est vachement plus fascinant quand on le développe soi-même parce qu'en fait, on peut, donc on est face à cette série de négatifs et en fait, on doit choisir ce qu'on va développer parce que donc on n'est pas obligé de tout développer. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Et puis, c'est la surprise aussi quand on le développe dans les bains, d'avoir cette image qui se révèle. C'est encore mieux, je trouve. Il faut dire à vos amis de. Ah mais vous le vendez très bien. Ça me donne très envie de le faire. Je me dis, j'ai déjà beaucoup de passion. Si un jour j'ai le temps d'y ajouter ça, ça donne très envie d'essayer en tout cas. Pour en revenir à la BD et surtout au prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez justement sélectionné pour ce prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire? Contente, bien évidemment, surprise, parce que voilà, le livre est sorti quand même il y a déjà. Alors, je ne sais plus quand il est sorti, donc. Je peux vérifier, il n'y a pas de souci. On va refaire une vérification en direct, évidemment. Quand même 1 an, je pense. Donc, c'est juste que, voilà, je me dis, c'est super d'avoir un prix et tout ça. Et c'est surprenant quand ça fait un petit temps qu'il est sorti. Et je suis très contente de venir pour rencontrer les élèves, en fait, parce que donc il y a tout ce programme qui est prévu de rencontre avec les élèves, de présenter mon travail et enfin, qui voilà, être un plus par rapport à cette sélection. Ça va être très enrichissant pour eux, pour elles, et même moi, je serai là, donc ça sera enrichissant pour moi aussi. Et justement, je me disais, quand on écrit un livre comme celui-ci, est-ce que vous aviez pensé à un public lycéen ou... Bon, je sais qu'on pense pas forcément au public quand on écrit un livre, mais je me dis, c'est intéressant de se dire que là, des lycéens et des lycéennes vont lire ce livre-là. Moi, je trouve ça
tellement important parce que voilà, ça fait émerger d'autres figures de l'histoire qui sont pas celles qu'on étudie au lycée, par exemple. Ouais. Bon, j'espérais que, en tout cas, que le public soit assez large, donc lycéens, adultes. Non, mais je suis juste super contente que voilà, ce soit proposé dans les écoles et que j'ai cette chance aussi de pouvoir parler de cette photographe qui est un peu méconnue chez nous en Europe. Oui, je trouve ça trop intéressant de faire émerger comme ça des histoires. Moi, pour le coup, en plus, je suis quand même assez engagée, féministe et tout, mais je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est la preuve qu'on a des figures comme ça à admirer un peu dans tous les domaines. Et justement, bah, typiquement, moi, je suis très friande des bandes dessinées pour découvrir des destins, des vies, des figures, voire même des classiques parfois, parce que maintenant, il y a beaucoup de BD qui vont adapter des classiques ou autres, mais les BD biographiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire aussi. Bon, il y a un petit côté, on va se l'avouer, hein, un peu flemme aussi, parce que ça va plus vite de lire une BD que de lire un roman biographique. Donc là, c'est super, ça condense énormément d'informations dans un format qui reste quand même un beau format, gros format BD, mais voilà, qui est quand même forcément plus rapide à lire qu'un roman. Est-ce que vous connaissiez d'autres récits BD biographiques qui vous ont inspiré? Comment est-ce qu'on écrit justement une biographie en BD? C'est pas commun, je veux dire, on n'en voit pas tout le temps, partout. Oui, après, il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties ces dernières années. Je dois avouer que j'hésitais vraiment à faire une biographie parce que c'était un peu le truc à la mode du moment. Et d'un autre côté, je me suis dit que c'était un personnage que j'avais vraiment envie, enfin, j'avais vraiment envie de parler d'elle. Et je me suis dit, ben, comment le faire? Je ne veux pas faire un récit fictionnel, enfin, je pourrais, hein, mais je me suis dit, j'ai envie d'être le plus sincère, le plus proche du personnage. Et donc, je suis partie sur une biographie. Après, je ne me suis pas vraiment inspirée beaucoup d'autres biographies. J'en ai bien évidemment lu. Il y en a une qui avait connu son petit succès quelques temps avant, c'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Il y avait une interprétation assez poétique dans sa vision du personnage d'Anaïs Nin. Et peut-être ce serait plutôt vers ça que je suis partie. Elle a aussi été publiée chez Casterman, mais je veux dire, j'avais envie de pas seulement parler de Diane Arbus, mais aussi de tout cet aspect un peu intérieur, de tout ce qu'elle vit intérieurement, avec tous ces passages de rêve et tout ça. Et c'est vrai que voilà, le côté un peu biographie poétique voilà, m'inspirait assez bien dans le Anaïs Nin de Léonie Bischoff. C'est un peu, ça veut dire de l'expérimentation en fait, de faire cette BD justement? Oui, c'est un peu ça. Je pense que chaque BD est une expérimentation d'une certaine façon. Oui, j'imagine bien. Non, mais c'est intéressant, justement, le côté un petit peu plus d'entrer à l'intérieur de l'esprit de ce personnage, d'essayer d'imaginer la frontière entre la réalité, les rêves, etc. Et c'est vrai que ça doit pas forcément être facile de se dire, je vais faire tout ça, mais en dessin, il faut que les personnes qui lisent comprennent. Oui, oui, c'est toujours un peu la complexité. C'est pour ça que faire relire, ça aide toujours. Parce que voilà, moi, je suis dans le projet, mon compagnon aussi, et donc ce qui fait que si on fait lire à des personnes extérieures, ça permet d'avoir une vision de se dire que tout le monde a bien compris quelle était la thématique, et puis aussi si le récit est bien linéaire. Pour l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé et j'ai tout compris, je crois. Donc ça va. Et justement, on parlait tout à l'heure du dessin, des couleurs. Le fait alors je sais pas quelle est la technique d'illustration, justement, parce que moi, je m'y connais pas du tout en BD. Là, je découvre petit à petit, quand je rencontre des auteurs et des autrices de bande dessinée, illustrateurs, illustratrices, toutes les techniques qui peuvent exister. Quelle est la technique pour cette BD-ci? Alors, c'est un mélange de crayons de couleur et de marqueurs. La marque du marqueur, c'est des Copics, c'est des marqueurs à alcool. C'est une technique que j'utilise depuis que j'ai commencé la bande dessinée, en fait. C'est une technique que j'ai utilisée dans quasiment tous mes livres. Ça veut dire que vous dessinez tout sur papier et après, il y a un système de scan? C'est ça. Je dessine tout sur papier, je scanne moi-même, je nettoie mes planches. Et ici, donc, j'ai travaillé avec des graphistes chez Casterman qui ont, eux, transformé les couleurs pour que ce soit... Enfin, en fait, c'est assez compliqué parce que quand on scanne, à l'impression, c'est jamais tout à fait les mêmes couleurs. Donc, ici, on a dû faire un travail par la suite pour s'assurer que, voilà, c'est ça. Faire en sorte que les couleurs soient bien traduites, en tout cas... au plus proche possible des planches originales. Voilà, c'est ça. Et justement, en parlant de ces planches originales et de ces fameuses couleurs qui ressortent, qui doivent ressortir à l'impression, ici on a, alors je sais pas si on peut appeler ça de la monochromie parce qu'on a pas vraiment une seule couleur, mais on a une seule couleur en plein de nuances et de teintes différentes, si je puis dire. Oui, ben, je pense qu'on peut dire monochromie de bleu et monochromie de mauve, par exemple. Tout à fait.
Et pourquoi ce choix? Comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'on le travaille? Parce que est-ce que ça ajoute de la complexité ou est-ce que ça simplifie le travail? Ça ajoute de la complexité parce que, déjà, si on dessine dans les couleurs, comme on est habillé par exemple, je veux dire ça va être facile, on traduit juste les couleurs. Bon, peut-être qu'on ne trouvera pas tout à fait la nuance, mais voilà. C'est plus facile que trouver plein de petites teintes de bleu qui fonctionnent parfaitement ensemble et qu'il faut, qu'on puisse délimiter parce que donc il faut comprendre, différencier le personnage du fond, enfin des différents éléments et donc ça aussi il m'a fallu du temps pour trouver toutes les couleurs. Il est trouvé en quantité assez suffisante pour pouvoir réaliser une BD entière. Donc, je dirais que c'est plus compliqué. Plus compliqué. Et ces choix de couleurs-là, précisément? En fait, je suis d'abord partie sur les teintes de bleu. Donc, je voulais un monochrome de bleu parce que je voulais me rapprocher en fait du noir et blanc des photos de Diane Arbus. Donc, je voulais quelque chose qui soit vraiment assez simple dans les couleurs. Donc, je suis partie avec le bleu parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez mélancolique, qui fonctionnait bien avec un peu toutes les thématiques qui allaient être abordées dans la BD. Et puis, par la suite, il fallait une couleur qui fonctionne assez bien pour les moments de rêve, mais qui contraste en même temps avec le bleu. Et donc, assez facilement, j'ai trouvé ces teintes de violet qui sont venues s'intercaler dans les pages de bleu. Moi, j'adore le violet, donc j'ai trouvé ça très beau. Puis en fait, j'imagine bien qu'il faut une couleur qui marche dans le contraste aussi. Il y a certaines couleurs qui sont plus difficiles pour se rapprocher du noir et blanc, par exemple. Ouais, voilà. Comment fait-on le scénario quand on s'inspire de plein d'informations? Enfin voilà, vous avez dû regrouper plein d'informations précises puisqu'on reste sur de la biographie et en même temps en faire une BD qui soit chronologique, mais en même temps avec parfois du réaliste, parfois un peu on touche un peu à l'onirique. Comment est-ce qu'on organise tout ça et comment on crée tout ça? Alors, dans un premier temps, moi, j'aime bien rassembler toutes les informations qui m'intéressent. Donc, j'ai lu plusieurs biographies et tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait par rapport à sa vie, voilà, je le mettais dans un document. Et donc, c'est comme ça d'abord que j'ai commencé mon travail. Et puis, l'idée, ça a été un peu de rassembler tous ces différents éléments que j'avais lus dans différents livres. Et puis, en faire, on va dire, une suite déjà chronologique. Et puis, venir intégrer ces passages de rêve. Mais tout ça se fait, en fait, dans la partie scénario. Donc vraiment, je définis un peu des scènes, un peu comme si c'était comme un scénario ou comme des scènes de théâtre, un peu, hein, avec un détail du décor, parce que donc ça, c'est vraiment très important. Je détaille les décors, le nombre de planches par séquence, pour pouvoir après, par la suite, quand je vais le faire en storyboard et en dessin, pouvoir un peu plus visuellement savoir ce que je vais faire. C'est super intéressant parce qu'on sait que chaque illustrateur ou illustratrice a une manière de faire différente. Et justement, tout ce qui s'apparente au dessin, vous disiez tout à l'heure qu'il faut se faire relire. Mais est-ce qu'on se fait relire au fur et à mesure, du coup, pour que l'avancée puisse avoir du sens? Ou est-ce qu'on attend la toute fin pour faire lire à des yeux extérieurs? Alors, je pense que ça dépend de chaque personne, mais moi, j'aime bien terminer. D'accord. Donc, toute modification... Mais c'est parce que c'est très compliqué de faire lire. En fait, je ne sais pas si ce serait différent peut-être pour un roman, mais comme je n'écris pas de roman, Bien sûr, bien sûr. voilà, c'est difficile de savoir. Mais c'est juste que quand on dessine, faire lire un passage, je pourrais faire lire un passage, mais j'ai l'impression que sans avoir tout le reste du bouquin, ça ne fonctionnerait peut-être pas, ce passage-là spécifiquement, s'il n'y avait pas tout le reste. Et donc, pour moi, c'est important qu'il y ait tout le livre entier. Et puis, généralement, j'essaye de faire en sorte, quand le livre est fini, qu'il y ait du temps après pourquoi avoir des relectures. Et puis, il y a aussi un travail, avant de faire les pages finales, toute cette relecture se fait à l'étape du storyboard. Donc, ça veut dire que c'est pas tout à fait un dessin tout à fait fini, mais il y a déjà le texte, il y a déjà tous les éléments pour pouvoir essayer de comprendre. Et c'est généralement là que se fait toute la relecture. Pour ce qui est des lieux qui sont présents dans cette BD, comment est-ce qu'on dessine des lieux dans lesquels on ne s'est jamais rendu, à moins que vous ayez fait un road trip sur les traces de Diane Arbus, je ne sais pas? Non, j'ai déjà été à New York. Je n'ai pas mal. Sur les traces de Diane Arbus. Après, j'ai trouvé pas mal de photos d'archives du New York de cette époque. Et aussi, il y a moyen d'avoir un peu une sorte de... C'est un peu Google Street View, mais version avec chacune des époques. Et donc, on peut sélectionner la rue et voir. Et ça, c'est vraiment... ça m'a vraiment servi de voir un peu à quoi ça ressemble à l'époque, même si, voilà, je suis sûre que plein de bâtiments existent encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose que si je me baladais dans le New York d'aujourd'hui,
avec son New York à l'époque. Donc, et puis ces photos aussi, beaucoup de ces photos ont pu m'aider en fait dans ce à quoi ressemblaient un peu les rues de New York à l'époque. Trop bien, trop intéressant. On peut faire un road trip mais virtuel en fait. Voilà. Ou un petit road trip en lisant la BD par exemple aussi, ça marche. C'est un format qui est plus original que la plupart des BD parce qu'elle est très très grande. Bon, vraiment, est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que la maison d'édition a proposé? Comment est-ce que ça fonctionne? Moi j'ai adoré lire ça sous ce format, ça donne un côté artistique plus justement Ouais. livre d'art. C'était à la fois, c'était un choix entre moi et l'éditrice en fait. Donc voilà, après il y a toujours une question de combien coûte une bande dessinée. Donc on a dû se résoudre à ce format-là, mais je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Et puis il se rapproche en fait du format que j'ai de mes précédentes BD. Et donc j'aime bien ce format un peu mastoc, bien large. Je trouve que c'est assez chouette parce que mes planches de BD sont au format A3 et donc ça permet aussi de ne pas avoir trop de diminution de tous ces détails que j'ai dessinés et d'avoir quelque chose qui est assez proche en fait du format de l'original. Je me demandais justement, parce que pour lire beaucoup de BD, je pense que celle-ci fait quand même partie des plus grandes que j'ai. C'est très agréable à lire chez soi, mais je peux pas l'emmener dans les transports, ça c'est sûr. Oui, c'est un peu plus, c'est pas un livre de voyage. Voilà, c'est un peu plus complexe. C'est un livre qui fait voyager, mais pas de voyage. Quelle est la première émotion que vous avez ressentie quand vous avez reçu votre BD finale imprimée? Je me dis, ça doit être tellement variable selon les projets, selon les personnes aussi. Mais je pense que c'est un peu comme à chaque fois que je reçois une BD, c'est un mix d'émotions. C'est à la fois, c'est genre waouh, et en même temps, on ne sait pas s'empêcher de voir plein de petits détails qu'on n'a peut-être pas vus quand on a terminé le livre, un détail avec les couleurs ou un truc qui disparaît dans l'impression. Donc c'est vraiment un mix d'émotions, mais on est super content et en même temps, on ne sait pas s'empêcher de voir plein de petits détails. C'est le perfectionnisme. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, très très contente de l'objet final. Ouais, elle est très très belle. Je me demandais ce que vous diriez à des lycéens, lycéennes qui rêvent de devenir auteur, autrice de bande dessinée, dont le dessin est la passion. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Bon, déjà, être très passionné, il faut avoir du courage parce que c'est pas toujours évident. Je dirais qu'il faut tenter le truc parce que voilà, il faut essayer de réaliser ses rêves tout simplement. Enfin, je veux dire, moi, je suis très contente d'avoir tenu le coup et d'être arrivée à ça aujourd'hui, mais je sais que plein de personnes qui ont fait les mêmes études que moi ont fini par abandonner parce que c'est pas toujours évident de percer, d'être soutenu, enfin, que ce soit par ses amis, sa famille et le milieu. Mais je dirais qu'il faut tenir bon et si c'est vraiment sa passion, ça finira par percer un jour. La persévérance alors. La persévérance pour percer. Et est-ce que vous auriez... Alors c'est une question pas facile, vous avez le droit de réfléchir un petit peu parce que je sais que c'est une question que personnellement on me pose souvent en interview, mais quand on nous prend de cours comme ça, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous auriez un roman graphique, une BD préférée à nous conseiller? Ça peut être très spontané, ça peut être quelque chose qui date d'il y a longtemps, enfin voilà, il n'y a pas de limite. Et un roman. Alors... Pas facile, hein, je sais. Mais je me dis, comme on a des romans graphiques et des romans dans la sélection, ça peut être chouette que les auteurs, illustrateurs, illustratrices nous fassent des petites recommandations de leur côté. Ah, il y a un roman graphique que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Détroit Roma de Hélène Husdin et Bonnie. Hélène, qui est une amie, je trouve que sa bande dessinée, elle a mis du temps à la terminer. J'attendais avec impatience cette sortie et sincèrement, elle est impressionnante dans la façon dont elle a construit le scénario. Quand on le lit, on se dit mais c'est très compliqué parce qu'en fait, tu as deux visées de personnages, plusieurs années qui s'entrecoupent et en même temps, tout se comprend, tout est parfaitement dessiné. Il y a du mouvement. Enfin, c'est vraiment magnifique, magnifique travail. Donc, je conseillerais Détroit Roma. Et en roman, il y a un roman que j'ai beaucoup aimé. Bon, je l'ai lu déjà il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est un roman qui revient souvent dans ma tête comme inspiration pour mes récits. C'est Encabané de Gabrielle Filtocchiba. Elle est québécoise et c'est un récit qui se passe au Québec, dans la forêt. Enfin, c'est vraiment magnifique au niveau des paysages, de tout l'imaginaire, de ce que ça peut apporter. Bon, moi, j'adore ce roman-là. Voilà.
Trop bien, et ben, on prend note de cette recommandation. Merci beaucoup pour ces petits conseils littéraires et également pour toutes ces réponses très enrichissantes à propos de cette bande dessinée. On se verra donc au moment de la remise du prix d'ici quelques mois. Et merci beaucoup. J'espère que les lycéens et lycéennes qui n'ont pas encore plongé dans Diane Arbus le feront après cette interview. Et merci encore du coup Aurélie. Oui, merci Audrey.